Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je vais entreprendre mon petit voyage que je fais en parlant de la physique quantique, soit la partie 2 que j'intitule l'histoire de la physique quantique. Dans la partie 1, nous avions vu que Max Planck avait déterminé que l'énergie dégagée par les atomes sous forme de lumière se faisait de façon discontinue et se faisait sous forme qu'on appelait de quantum. Quantum, ça veut dire suivant la formule E égale HF. H, c'est la formule, la constante de Planck, qui est très très petite. Et Planck avait c'est ça H parce que il avait déterminé ça en désespoir de cause, parce que c'était contraire aux lois de la thermodynamique connues alors, là, et ce qui sont encore vraies aujourd'hui. L'énergie ne peut pas se propager de façon discontinue dans notre monde. C'est une impossibilité, c'est une hérésie, mais en désespoir de cause, il y avait, et la formule de Planck est correcte. C'est comme ça que ça marche dans le monde, je dirais, merveilleux de la physique quantique. Et ensuite de ça, là, il y a le grand Albert Einstein qui arrive. Albert Einstein était né en 1879 et il est mort en 1955. Il avait l'âge respectable de 76 ans. Et il y a beaucoup de ces scientifiques-là, ces physiciens-là qui ont vécu très vieux, comme Planck, je pense qu'il a vécu jusqu'à 87 ans. Et qui était Albert? Albert était un diplômé de l'école polytechnique de Zurich. Et lorsqu'il est sorti de l'université, Albert s'est cherché un emploi durant 2 ans. Sans succès. Comment ça se fait? C'est difficile à imaginer, un grand génie comme ça, mais que voulez-vous? La nature humaine est faite comme ça. Et Albert n'était pas à se trouver d'ouvrage. Finalement, il se trouve un emploi à l'Office des brevets de Berne comme ingénieur de 3e classe. Et il est très difficile encore aujourd'hui de comprendre ou de saisir tout ce que ce grand physicien qu'est Albert Einstein nous a apporté. On va en mentionner quelques étapes de sa vie. D'abord, Albert a prouvé l'existence des atomes avec le mouvement brownien. Ça, je ne m'appliquerai pas là-dessus, mais au début du siècle, les atomes, Max Planck ne croyait pas à ça, puis les grands physiciens ne croyaient pas à ça. Et Albert a démontré que les atomes existaient vraiment. Et en 1905, Albert Einstein pond la théorie de la relativité restreinte. Qu'est-ce que c'est que cette théorie-là? Je l'ai déjà expliqué un peu dans une capsule précédente. C'est que suivant les découvertes du temps, qui avaient été faites par quelques prédécesseurs, qui avaient trouvé des brides d'informations, mais Albert a réussi à faire une synthèse de ça, à regrouper ça. Ça veut dire qu'il y a différents référentiels. Dépendant du référentiel où nous nous trouvons, le temps n'a pas la même valeur. C'est pourquoi on dit que dans la relativité restreinte, que les temps s'étirent et les longueurs raccourcissent. Ça, c'est difficile à admettre dans notre monde, mais ça existe exactement comme ça. Là, je vais essayer de vous donner, comment je dirais ça, un petit exemple. Comment ça se fait que le temps s'étire. Plus on va vite. Ben ça, c'est basé sur le fait que la lumière, on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est C du nom anglais, célérité. On a gardé ce mot-là. On ne peut rien ajouter. La vitesse de la lumière va à 300 000 km à l'heure, à la seconde, excusez. Et si vous essayez d'ajouter une vitesse à ça, ça ne marche pas. Et Albert en avait déduit que la vitesse de tout corps matériel ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et si on se compare, mettons, je regarderais la Lune et que j'aurais un rayon laser qui s'en irait à la Lune. Pour un rayon laser, un photon va parcourir, il fait partie de la lumière, il fait 300 000 km en 1 seconde. Il y a 400 000 km pour aller à la Lune. Ça veut dire que ça y prend 1 seconde, point 2,
pour aller à la Lune, 1 seconde, point 2 pour revenir sur Terre. Et ça, c'est dans notre référentiel à nous autres. En supposant qu'il y a une fusée, des voyageurs qui passent à la hauteur de la Lune, à proximité de la Lune sur la Terre, et qu'on le voit dans le ciel, on suppose qu'on le voit, on ne pourrait pas le voir, il était trop loin, là. Mais mettons qu'il s'en irait à 150 000 km à l'heure, ou 300 000 km à l'heure, pour donner un exemple, là, ben, la fusée va passer à 300, dans 1 seconde, il va avoir fait 300 000 km par là, et la Terre, il y a 400 000 km. Ça veut dire que si vous prenez l'hypoténuse de ce triangle-là, la distance de l'astronaute par rapport à la Terre va être plus grande que celle de la Terre à la Lune. Et c'est pourquoi 1 seconde pour les astronautes est plus longue que celui qui est stationnaire sur la Terre. C'est pour ça qu'on dit que le temps s'étire, parce qu'on ne peut rien ajouter à la vitesse de la lumière. La distance parcourue est égale à C multiplié par le temps. Ça veut dire que la lumière, pour l'astronaute, la lumière a besoin de plus de temps pour l'horloge lui parvienne à lui. Ça veut dire que, mettons, 1 seconde sur la Terre peut être égale à 1 seconde point 2, 1 seconde point 3, dépendant de la vitesse où on va. Ça veut dire que le temps s'étire. Et les longueurs raccourcissent. Votre cœur va plus vite, votre cœur va moins vite, vous êtes plus petit. C'est ce qui se passe en réalité avec la relativité restreinte, et ça, c'est vrai. Je ne voudrais pas m'extensionner trop là-dessus, là, parce que j'en ai déjà parlé. Et en 1905, Albert fait une autre chose, que c'était une curiosité dans le temps, là. Il établit l'équivalence entre la masse et l'énergie. E égale mc2. Ça, c'est resté dans les annales, là. On ne savait pas ce que ça pouvait donner, cette affaire-là. Là. C'est en 1938, là, un peu avant la guerre 39-45, qu'en Allemagne, avec une Autrichienne, une savante autrichienne, Lise Meitner, je crois, là, et elle a réalisé que la formule d'Albert s'appliquait à l'intérieur de l'atome, et que ça représentait une énergie formidable. C'est de là qu'on a pensé à la bombe atomique, là, mais c'est pas Albert qui a trouvé la bombe atomique. Et Albert Einstein c'était un humaniste qui était contre toutes les guerres. Il était absolument contre ça. Bon. Ensuite de ça, de 1905 à 1915, qu'est-ce qu'Albert nous a apporté? Il a établi la théorie de la relativité générale. Ça gère tout le cosmos qui nous entoure. J'ai fait une capsule là-dessus. Il y a peut-être un an et demi, là. Et c'est une capsule qui va très bien, rendue en haut de 5000 vues là, à travers le monde. Là. C'est la relativité générale du grand Albert Einstein. Là, c'est peut-être 15-20 par jour, là, internautes qui vont voir ça. Ça veut dire que là, je suis satisfait parce que quand je l'ai mis en ligne, je pensais qu'elle allait avoir 3-4 vues par mois. Ça veut dire que je serais à peu près à 80 vues, peut-être 80-100 vues, mais là, je suis rendu en haut de 5000. Ça veut dire que je l'ai bien décrit, expliqué pour le commun des mortels. Là. Mais je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là. Mais en s'informant beaucoup, en s'instruisant, en lisant beaucoup, on finit toujours par comprendre ce qu'Albert a voulu nous laisser. Et Albert aussi a expliqué le phénomène de photoélectrique. Ça, c'est une chose très importante, là, qu'aujourd'hui, ben, les applications, on les a partout, un peu partout, dans notre vie commune, là. Mais dans les années 1900, on ne savait pas ce que c'était, ça. Comment ça se fait que les atomes pouvaient sortir un courant électrique de là-dedans? Qu'est-ce qui a découvert ça, que ça en était aperçu le premier? C'est Heinrich Hertz, autour des années 1890, là, que lui, il est mort jeune, c'est un des seuls qui est mort jeune, il est mort, il avait 37 ans, il était né en 1857, puis il est mort en 1894. Vers la fin de sa vie, peut-être 34-35 ans, il avait découvert les ondes hertziennes, puis il s'est aperçu qu'il y avait de l'électricité qui se dégageait là, dans ces appareils en laboratoire. C'est le physicien Philippe Nellard, qui lui est né en 1802, il est mort en 1847, il avait 85 ans, que lui montre que le phénomène se produit à partir de l'ultraviolet. C'est encore dans la gamme des rayons électromagnétiques, là, mais à partir de l'ultraviolet, il y a de l'électricité qui sort des instruments. Là, on ne comprenait pas comment ça se faisait. Ça, c'était. On voyait qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais on ne pouvait pas expliquer ça. Et c'est Albert qui a expliqué ça.
Mais lui, Albert, il croyait à la dualité de la lumière. Il était du même avis que Newton, Isaac Newton, qui est venu, il était venu 200 ans sur la Terre avant lui, là, que la lumière était faite d'ondes et de corpuscules. Mais dans ce temps-là, il n'y a personne qui croyait à ça. Là. Tout fin pratique, il y avait juste quelques initiés là, qui pouvaient admettre que ou supposer que la lumière était composée d'une onde et d'un corpuscule. Et Einstein démontre que même la lumière se fait également par quanta. Ça veut dire que la lumière, autrement dit, ça se fait par coup brusque. Ça se fait pas comme des lois de thermodynamique, là. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est pas comme ça qu'il se passe. Et j'ai mis un petit schéma ici, là, pour... vous voyez la lumière, il y a des photons là-dedans qui arrivent. Ça, c'est une plaque de métal. Et ici, ça montre les électrons. C'est très, très schématisé. C'est pas de même que ça se passe, là, parce que les électrons, ils voyagent presque à la vitesse de la lumière. Là. Mais de toute façon, le photon arrive, il transmet toute son énergie cinétique à l'électron. Puis quand c'est assez fort, parce que pour sortir du métal, l'électron, faut qu'il fasse dégage une énergie P. Si c'est plus grand que P, il ne peut pas rester là, il sort du métal. Et vu qu'un électron, c'est une charge négative, ça crée un courant électrique. Ça, c'est Albert qui expliquait ça, Albert Einstein, qui a expliqué ça autour de 1905. Et suivant HF, la formule que Planck avait déterminée par hasard, auquel il ne croyait pas. Et quand Albert est arrivé avec ça, ben, imaginez-vous, Planck, qu'est-ce qu'il a dû dire? Il est tombé, en tout cas. Lui, il ne croyait pas à ce qu'il avait trouvé, Planck, pour E égale HF. Il comprenait. Je ne dis pas qu'il ne comprenait pas ça, mais il ne pouvait pas vraiment saisir ça parce que c'est un spécialiste de la thermodynamique. Et la thermodynamique, dans notre monde, ça ne marche pas comme ça. Mais dans le monde quantique, c'est un autre monde. Comprenez-vous? Ça se déplace par quanta. Comment est-ce qu'on... Mais ça, seulement qu'au niveau de l'ultraviolet. Parce que pour faire un quanta pour sortir un électron, c'est basé sur E égale HF. La fréquence de l'ultraviolet est assez élevée qu'avec la constante de Planck, si vous multipliez les deux, l'effort, l'énergie cinétique du photon transmis à l'électron est supérieure à P. Donc l'électron va devenir libre au-dessus du métal, il va créer un courant électrique. Et si vous voulez annuler ça, ben à ce moment-là, vous avez juste à mettre un courant électrique là, qui égale la différence, là, le surplus, puis il n'y aura pas d'électron qui va sortir. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, vous augmentez le P un peu plus haut, et l'électron ne pourra pas sortir. Ça, c'est le phénomène photoélectrique. Et ça, c'est... dans notre monde, à nous autres, c'est difficile à comprendre. Que ça se produit par... Comment je dirais? Par coup. Des quantas, c'est des... ça arrive d'un coup sec. C'est comme si je marche sur le bord de la rue, ou quelqu'un marche sur le trottoir, puis d'un coup sec, il part à 100 000 à l'heure. Ça veut dire qu'il a développé un quanta d'énergie là, pour aller à 100 000 à l'heure instantanément. Il n'y a pas d'accélération qui se passe là-dedans. Il marche, il court, en même temps. Autrement dit, vous le voyez marcher d'un coup, il court, mais là, il n'y a pas d'accélération. Nous autres, on va dire, ben, il est parti à courir pour se sauver. Mais ça ne marche pas de même dans le monde quantique. C'est des coups secs. C'est des quantas. C'est pareil comme si vous aviez un jet sur le tarmac qui s'en va pour prendre son envol. Il va, mettons, je sais pas, mettons qu'il roulerait à 10 000 à l'heure. D'un coup sec, il s'en va à 500 000 à l'heure. Il est rendu dans les airs et il est parti. Ça, c'est le principe des quantas d'énergie qui se dégagent à l'intérieur de l'atome. C'est sûr que c'est pas facile à expliquer, là. C'est des comparaisons qui sont très, très boiteuses, parce que dans notre monde, à nous autres, ça ne peut pas exister. Sauf que dans le monde quantique, ça existe. C'est pareil comme moi ou quelqu'un qui est sur le bord de la rue, puis il est de deux côtés du bord de la rue. Il est de l'autre côté sur le trottoir, puis il est de ce côté. Si je lui parle, je dis, où est-ce que t'es? À quelle place que t'es? Ben, il va dire que je suis dans les deux places. Dans le monde quantique, ça se peut, mais pas dans notre monde. Puis dans le monde quantique, ces choses-là, normalement, restent à l'intérieur du monde quantique. Parce que si vous voulez aller voir la superposition d'états, là, je suis rendu un peu loin, mais en tout cas, si vous voulez voir la superposition d'états, automatiquement, l'état va disparaître. Les deux vont disparaître, il va en avoir un qu'un. Vous ne pouvez pas avoir les deux là, dans notre monde à nous autres. Là. Ensuite de ça,
Sur le fer photoélectrique, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Pour, j'avais intitulé ça « Ne cherchez plus ». C'est dans les premières vidéos que j'ai fait. Ça doit faire au début, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Là. Ne cherchez plus Albert, il est parmi nous. Mes vidéos n'étaient pas... j'avais une caméra HD, mais ça marchait pas bien avec l'ordinateur. En tout cas, il y avait un trouble dans le logiciel. C'était une nouvelle caméra. Puis finalement, ça a été ajusté. C'est ajusté par la Microsoft. Là. Automatiquement, j'avais eu un message qui allait ajuster ma caméra. Depuis ce temps-là, ça va bien. Et en 1916, Albert Einstein nous a expliqué, il a expliqué le principe du laser. Comment est-ce que ça pouvait marcher un laser? Hein? Ce sont des photons, ça je l'ai déjà expliqué. Là. Je ne m'attendrai pas là-dessus, mais imaginez-vous qu'est-ce que ça a apporté, ça, pour nous autres. Le laser. Hein? Tout le monde se sert de ça aujourd'hui. Il y a de nombreuses applications. Là, puis on en découvre tous les jours. Hein? Sur l'effet photoélectrique, le laser, toutes ces choses-là. Et aussi, en 1923, il a parlé du 5e état de la matière. Il appelle ça le complexe Bose-Einstein. Et en 1934, il a émis l'effet EPR. Einstein, Podolsky et Rosen. Ça, c'était ses amis de travail, là. Et encore aujourd'hui, ben à ce moment-là, on ne comprend pas ce phénomène-là. Là. Il a dénommé Aspect en France en 1983, je crois, là, que lui, ça c'est basé sur la non-localité. C'est des photons jumeaux qui s'en vont dans l'univers. Puis, en tout cas, qu'est-ce qui se passe avec ça? Si vous en mesurez un, que l'autre est, je ne sais pas, moi, je suis à la planète Mars, si lui est positif, l'autre automatiquement, il sait que là, son jumeau est positif, donc il faut qu'il soit négatif. Mais ça, c'est mal compris aujourd'hui. On ne comprend pas encore là, comment ça peut se faire, ça, parce que c'est de façon instantanée. Puis Einstein nous avait dit que il n'y a rien qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. En tout cas, ça reste à expliquer. Et toute sa vie, Albert Einstein était un chercheur solitaire. Il n'était pas comme dans mon autre capsule, comme Niels Bohr. Là. Niels Bohr, c'est un gars qui se tenait avec tout le monde, puis il allait partout dans les universités pour voir comment ça se passait. Puis Einstein n'était pas de même, c'était un travailleur solitaire. Et durant toute sa vie, Einstein a cherché la formule qui gérerait tout l'univers. Mais malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Et tous ses écrits Einstein, tous ses notes sont rendus à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'irai à Jérusalem pour essayer de m'approcher de près. Probablement qu'on ne peut pas toucher les notes d'Albert, ça doit être très très gardé, ça. Il doit y avoir des préposés là qui montent, là, mais c'est certain qu'on ne peut pas toucher à ça parce que c'est tellement précieux, ces choses-là. Et peut-être que dans 50, 75 ou 100 ans, on dit, regardons, on n'avait pas vu ça. Albert avait marqué ça dans ses écrits. Hein? C'était pas si bête que ça, son affaire. Mais là, on n'est pas rendu là encore. Et on voit que Albert Einstein, c'est pour ça qu'on en parle tout le temps. Comprenez-vous? On en parle tout le temps. Il est dans toutes les Einstein revient tout le temps. Parce qu'il nous a donné des choses qui ne sont pas démodées aujourd'hui. Vous avez un grand physicien comme Niels Bohr. Son atome, on n'en parle presque plus. Parce que son modèle a toffé peut-être, je ne dis pas que c'était pas un grand savant, là. Son modèle a duré peut-être 15-20 ans, puis après ça, ça a été dépassé. Tandis qu'Albert, avec sa relativité générale, sa relativité restreinte, son effet EPR, l'affaire Bose-Einstein, on en parle encore aujourd'hui, et on va en parler encore longtemps. Parce que la cosmologie, c'est géré par la relativité générale d'Albert, et on n'a pas trouvé mieux encore, là. Mais moi, des fois, je me recule dans le passé. Je dis, Newton est venu vers les années 1687, 1700, mettons, 1700 quelque chose. Là. Albert était en 1875, il y a 1879, il est au monde, il y a peut-être un 200 ans. Peut-être que dans 200 ans, ce qu'Albert a passé, il est mort il était venu au monde en 1879, dans 200 ans, il va être en 2079, là. Plus tard que ça. 200 ans, peut-être qu'il arrivera un autre génie comme ces gars-là, soit Isaac Newton, soit Albert Einstein ou Galilée, qui était dans les années 1400. Là. Ça, c'est des hommes qui ont fait avancer l'humanité énormément. Là.
Mais aujourd'hui, bon, que voulez-vous? On se sert de ça communément, mais on s'en rend pas compte. C'est dans notre quotidien. Et en terminant, la physique quantique est appelée à nous apporter des choses qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Les jeunes là, de 8-10 ans, là, ces jeunes-là vont voir des choses que moi, dans mon temps, là, ils vont dire que c'est impensable. Ils n'auraient pas pu jamais imaginer ça. Mais avec la physique quantique, avec les superpositions de toutes ces choses-là, l'énergie de façon discontinue, c'est sûr que ça va nous emmener de toutes sortes de choses là, que la science nous réserve pour les années qui viennent. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.